Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art, édition week-end. En ce début d'émission, nous nous sommes rendus chez Agut. La maison de vente aux enchères ouvre un nouveau département sport. Une première vente aura lieu ce week-end avec des maillots de Pelé, Maradona, Platini ou encore une raquette de Federer. Nous recevrons ensuite Charles-Édouard Delettré, commissaire-priseur au sein de la maison de vente Gros et Delettré, autour de la vente Cabinet des Merveilles qui se tient à Drouot le 19 décembre. Parmi les œuvres phares, deux grands portraits en émail de Léonard Limousin, maître émailleur de la Renaissance. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez. C'est parti pour Art et Marché, édition week-end. Pelé, Maradona, Platini, Federer, les grands noms du sport résonneront sous le marteau du commissaire-priseur d'Agut. La maison de vente aux enchères ouvre son département dédié aux mémorabilia sportifs. Les actions sont des émotions, sont des souvenirs, mais il y a quand même, à côté de ça, des objets qui ont permis en fait de gagner tel match ou de faire telle action. On a démarré avec les arts classiques. Aujourd'hui, on développe les mémorabilia de sport et finalement d'avoir un département dédié pour pouvoir organiser ces ventes est nécessaire parce que il y a trois choses qui sont importantes selon nous pour pouvoir bien faire notre travail. Internaliser une expertise, mettre en place une certaine spécialisation dans le marché pour pouvoir connaître des vendeurs, connaître des collectionneurs, connaître des acheteurs, connaître des relais, connaître un écosystème qui va nous aider à construire des ventes de qualité et aussi en faire la promotion et bien vendre, parce que c'est quand même notre objectif. Et puis ensuite, d'avoir un contact humain expert. Le record mondial de vente sur un objet de sport, ça appartient à un ancien joueur de baseball américain qui s'appelle Babe Ruth, et son maillot a été vendu 22 millions de dollars en septembre. Donc c'est un département en tout cas un domaine qui fonctionne très très bien, surtout aux États-Unis. C'est un marché qui est hyper structuré depuis de nombreuses années. Et en Europe, le marché il n'est pas très structuré, on a encore un petit peu de tout, on voit des ventes un peu partout, mais c'est pas contrôlé, il y a un manque de tiers de confiance. Et c'est pour ça que nous, avec Agut, on ouvre ce département. C'est pour mettre aussi en relation les vendeurs et les acheteurs et les rassurer dans ce marché qui est en pleine extension. On a eu la chance de rencontrer aussi un monsieur G, donc, qui nous a donné toute sa collection. Et donc, on a pu récupérer, grâce à ça, avec sa fondation et donc sa collection personnelle, des objets tout à fait exceptionnels. On a un maillot porté par Pelé, par Messi, par Platini. On a une raquette utilisée par Federer en finale de Wimbledon 2005, une finale qui gagne. Et on a une ceinture aussi de boxe, une ceinture mondiale, d'un combat entre Evander Holyfield et Mike Tyson en 1996, qui est vraiment un combat mythique. Donc c'est tout un travail pour identifier, c'est le même principe que pour une œuvre d'art, parce qu'il y a eu beaucoup de faux aussi qui circulent, de faux, ou alors c'est des maillots qu'on pense être utilisés et qui ne sont pas finalement utilisés. Et donc on vérifie tout, on prend toutes les images de match par exemple, et puis on vérifie les écarts entre les coutures, si les patchs sont les bons, si le numéro est bien centré, des traces de match par exemple ici. Vous voyez une petite trace, donc c'est une trace qui aurait pu se faire après, depuis le maillot, mais on a repéré une photo à la fin du match où on aperçoit une petite trace. Donc en tout cas tous ces détails sont faits pour chaque maillot qu'on identifie, pour rassurer en même temps les acheteurs, mais aussi pour certifier aux vendeurs que ce qu'ils ont entre leurs mains est une pièce authentique. C'était notre reportage au sein de la maison de vente aux enchères Agut. Tout de suite, c'est l'interview du week-end. La maison de vente aux enchères Gros et Delettré propose une vacation cabinet des merveilles chez Drouot dans quelques jours. Alors parmi les pièces phares se trouvent deux grands portraits en émail de Léonard Limousin qui est maître émailleur de la Renaissance. Et j'ai le plaisir de recevoir Charles-Édouard Delettré qui est commissaire-priseur au sein de la maison de vente. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, merci de me recevoir. Alors on va parler de cette vente cabinet de curiosité qui a lieu juste avant Noël. Donc voilà, c'est cet esprit féerique. Oui. En pièces phares, donc ces deux plaques émaillées, redécouvertes. Est-ce que vous pouvez nous
nous raconter déjà l'histoire de qui était cet artiste et en quoi est-ce qu'il est phare dans l'histoire des œuvres Bien sûr. réalisées en image. Alors, c'est intéressant parce que Léonard Limousin, c'est le plus grand émailleur de sa génération. C'est la Renaissance, c'est l'apogée de l'émail à Limoges. C'est un artiste à part entière, touche à tout, aussi bien à des meubles, à des portraits. Et il porte l'émail peint à son apogée. C'est-à-dire que c'est depuis lui qu'on considère que l'émail est un matériau phare et qui va ensuite se découler dans l'histoire de l'art? Absolument. L'émail était déjà utilisé pour des objets montés. Vous aviez l'émail cloisonné, l'émail champ levé, qu'on peut retrouver sur des chasses, qu'on peut retrouver sur des objets montés, des aiguières, etc. Et lui porte vraiment l'émail peint. C'est une technique à part entière, c'est la juxtaposition de couleurs. Chaque couleur posée sur une plaque de cuivre nécessite une cuisson particulière. On travaille à l'aiguille, les différents contours, les portraits, les visages. C'est un travail qui est assez merveilleux et qui relève presque de la peinture. Et donc là, c'est le cas de ces plaques-là. Donc elles sont cuites de manière très particulière. Ces plaques... elles sont exceptionnelles à plusieurs titres. Oui. On y reviendra, il y a une provenance. Ici, on parle d'abord de Léonard Limousin. Donc, ces plaques, elles sont sur fond bleu. On voit la carnation des deux portraits, Achille et Léandre. On voit leur moustache, le duvet qui est posé. Elles sont pleines de poésie. Je voudrais revenir sur le caractère un peu exceptionnel de ces plaques. Oui, bien sûr. Léonard Limousin, je vous l'ai dit, le principal émailleur de la Renaissance, elles ont aussi une provenance assez exceptionnelle, ces plaques, puisqu'elles auraient fait partie, ou elles auraient été commandées en tout cas, par Catherine de Médicis ou pour Catherine de Médicis, reine de France, femme d'Henri II, qui donne naissance à plusieurs rois de France par la suite et qui est un grand défenseur des arts à la Renaissance. On sait que ces plaques auraient fait partie de son cabinet des émaux de sa résidence parisienne. L'hôtel de Soissons, c'était à l'emplacement aujourd'hui de la Bourse de commerce. D'accord. Donc c'est exceptionnel parce que c'est la couronne de France. Ensuite, elles sont aussi exceptionnelles parce qu'elles ont fait partie des collections Rothschild. On sait, alors, entre le décès de Catherine de Médicis et le début du 19e siècle, on perd leurs traces. On sait qu'elles sont collectionnées au début du 19e par le baron de Rothschild au Mentmore Towers. Elles sont transmises ensuite et en 1977, ce qui était la vente du siècle, les Mentmore Towers, elles sont vendues à un collectionneur privé qui les remet sur le marché 4 ans après à New York et elles ne sont pas réapparues depuis. Et Catherine de Médicis, c'est parce qu'on a des traces de ses écrits Absolument. Et Catherine de Médicis, on sait à son inventaire après décès qu'il existe 259 pièces d'émaux dans sa collection. Des portraits, des objets montés, une multitude de choses. On sait aussi qu'elle adorait les portraits, qu'il y en avait plus de 600 dans sa collection, émaillés, peints, etc. Et dans cet inventaire, il est précisé qu'il existe une série de 32 plaques de personnages, seigneurs, hommes, femmes, en habits d'antiquité et en costume contemporain. Donc on rapproche les deux plaques que nous avons de cet ensemble. Et je voulais juste revenir sur le caractère exceptionnel de ces deux plaques. De cette série de 32 plaques, c'est ça, absolument, il n'en existe que 17 aujourd'hui, oui, qui sont parvenus jusqu'à nos jours. 15 sont dans des collections françaises, de musées, à Écouen, à Compiègne, et d'autres aux États-Unis, à Baltimore notamment. Ce sont les deux dernières plaques en main privée, et c'est l'occasion d'avoir une pièce de musée dans sa collection. C'est ça, et donc le fait qu'il n'y en ait plus que 2 sur le marché, ça fait que leur valeur est donc bien plus forte. Ah mais évidemment, c'est pour moi véritablement exceptionnel. 2 plaques parmi 17 connues qui restent en main privée et dont vous pouvez faire l'acquisition. Et c'est normalement le Graal pour tout collectionneur d'émail. Et on peut les acheter, il faut les acheter en paires. Elles sont vendues en paires ou Elles sont vendues séparément. D'un côté, nous présentons donc le portrait d'Achille et d'un autre côté, le portrait de Léandre. Et ça, comment est-ce que vous les avez estimés? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les jours des plaques qui sont sur le marché de l'art. Comment vous avez fait cette estimation? Alors, c'est un savant mélange de plusieurs choses et une estimation. C'est la prise en compte de cette provenance,
Oui. Catherine de Médicis, donc un caractère exceptionnel, c'est Léonard Limousin, exceptionnel aussi. C'est aussi des références sur le marché de l'art. En l'occurrence, on a 2 exemples de plaques de cette même série qui sont passées sur les 15 dernières années en vente. Oui. La première, un portrait de Paris qui faisait partie des collections Berger et Yves Saint Laurent, qui a fait partie de cette vente, acheté, je crois, par Equan à l'époque, pour un montant de 250 000 euros. D'accord. Et ensuite, nous savons qu'en 2012, il y a une autre plaque qui a été vendue de gré à gré, à l'époque classée Trésor national. Ça signifie que les collections françaises souhaitaient vraiment conserver cette pièce. Et je crois qu'elle est présentée à Compiègne aujourd'hui, et ça a été acheté aussi pour un montant de 250 000 euros. Donc voilà, tous ces faisceaux d'indices nous emmènent à une estimation. Elles sont estimées chacune 150 à 200 000 euros, ce qui nous semble être assez cohérent compte tenu... Par rapport aux ventes précédentes. Exactement. Et est-ce qu'il y a un groupe de collectionneurs vraiment invétérés qui collectionnent les œuvres en émail ou comment ça... Alors, est-ce que vous vous adressez à des collectionneurs en particulier qui seraient passionnés ? Alors, il existe plusieurs types de collectionneurs et plusieurs types d'émaux. Il faut faire la distinction entre les émaux cloisonnés, les émaux champ levé et ici l'émail peint, qui est une véritable œuvre d'art, un véritable tableau. Oui. Donc, on s'adresse aux amateurs de la peinture, on s'adresse à des collectionneurs avertis, on s'adresse à tous les amateurs aussi de cabinets des curiosités. On n'en a pas parlé. Le titre de la vente, c'est le cabinet des merveilles. Le cabinet des merveilles, c'est un clin d'œil aux objets rares, au cabinet de curiosité qui voit son essor à la Renaissance, qui existe dans toutes les cours d'Europe, qui est l'embryon de différents musées. Donc on s'intéresse à tous ces amoureux de l'histoire de l'art qui eux-mêmes continuent ces cabinets de curiosité et qui ont envie d'embellir leur collection de pièces dignes de musée aujourd'hui. Et vous voyez un intérêt justement par rapport à toute cette vente où c'est des objets qui sont très singuliers, qui ont aussi une âme, une véritable identité. Il y a un intérêt croissant pour ce côté un petit peu collection, cabinet de curiosité, objets très spécifiques. Comme ça, absolument, c'est quelque chose que je me pose. Non, bien sûr, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Donc le cabinet de curiosité, c'est une façon de collectionner très codifiée, avec des objets d'histoire naturelle, avec des objets scientifiques, avec des objets ethnographiques, et ensuite avec ce qu'on appelle les artificialia, c'est tous ces objets créés par l'homme ou modifiés par l'homme et qui revêtent un caractère exceptionnel. Donc la peinture, les arts du feu, la sculpture, la céramique, la majolique, enfin il en existe tellement. Et oui, ça apparaît à la Renaissance, c'est collectionné de cette manière, et ça a traversé tous les siècles, et on a encore aujourd'hui de grands collectionneurs de cabinets de curiosité. La preuve, c'est l'intérêt qu'on a aussi pour ces émaux de Léonard Limousin, pour cette coupe, et pour tous les autres objets que nous présentons dans cette vente, où on a vraiment des collectionneurs qui souhaitent enrichir leur cabinet. Ah, oui. Et ces collectionneurs, ils sont vraiment attentifs à la manière de faire qui est très codifiée, vous dites. Et bien sûr, en fait, vous avez des collectionneurs qui aiment les pierres dures et les objets montés, vous en avez certains qui aiment les émaux, d'autres qui aiment la céramique et la majolique, et puis vous avez dans le cabinet des curiosités, en fait, tout ce panel qui peut être représenté. Et c'est vraiment le sens dans lequel nous allons avec cette vente, de s'inscrire dans le cabinet de curiosité. C'est l'occasion de voyager. On a des objets de l'Antiquité égyptienne, on a des objets chinois, et des objets allemands. Enfin, c'est pour moi vraiment le cabinet de curiosité du 21e présenté ici. Bien, merci beaucoup Charles-Édouard Delettré. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur au sein de la maison de vente Gros et Delettré. Absolument. Merci à vous tous et tous qui nous avez regardés. C'était Art et Marché, édition Week-end.